Bon, bah, c'est parti pour l'aventure. Bienvenue dans Aventure Humaine. Salut Xavier. Salut, ça va? Très bien. Je suis ravi du coup de plonger dans ton aventure podcastique sur le format donc à vous les studios. Avant de plonger, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais. Je m'appelle Xavier Seu, donc comme deux mais avec un S. Donc je suis l'animateur du podcast The Big Shift depuis presque 2 ans. Je pense qu'on fête les 2 ans aujourd'hui en fait. On est le 11 avril, 12 avril. Ouais. Et ben, en fait, on fête les 2 ans du podcast aujourd'hui. Je suis ravi génial. d'enregistrer avec toi, Gaël. Joyeux anniversaire. Merci. Je viens de réaliser à l'instant, donc c'est un gros milestone qui vient d'être réussi là. Près de 95 épisodes sur la transition écologique, avec toujours un format ultra pédagogique où j'invite des experts et puis ils viennent m'expliquer un concept de leur silo d'expertise, si tu veux, sur la transition écologique. Donc ça fait 2 ans. J'ai commencé à travailler d'abord dans la manufacture du verre à Madrid, et puis après j'ai travaillé pendant 4 ans dans le recyclage du plastique à Paris, avec du coup des antennes en usine un peu partout en France. Et j'ai lancé Eco Studio avec mon associé Jérémy, qui est passé dans l'aventure humaine il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus. Quelques semaines. Et donc on a Eco Studio, notre boîte de production de podcasts depuis presque 3 ans. Elle fêtera les 3 ans cet été. Et du coup, voilà, on a lancé chacun notre podcast à côté parce que sujet passion, parce que vitrine de marque, et parce que on avait envie de comprendre les rouages de ce métier. Je me suis formé à l'ingénierie son un peu sur le tas avec 400 heures de vidéos YouTube sur un été après m'être fait virer après le Covid. Et on s'est lancé comme ça. Super. Pourquoi la transition? Pourquoi est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que tu as découvert, on va dire, ce sujet, cette thématique dans ta vie pro d'avant? Ouais, je pense que avant ma vie pro, je l'avais pas trop, mais c'était plus par... en fait, j'ai toujours un côté sobre. Même sans parler de transition écologique ou d'écologie, je pense que j'ai toujours été attiré par les choses simples, par les choses qui sont un peu, je sais pas, dénudées, faciles. Et en fait, du coup, je me suis assez facilement retrouvé dans des idées de sobriété, dans des idées de vie plutôt simples. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler donc à Madrid dans la production de verre, c'est du verre donc pour les bouteilles, pour les bouteilles de vin, bouteilles de bière, etc. Fabriquer des bouteilles, on me disait le verre c'est le meilleur matériau qui existe. Le verre, le recyclage du verre, c'est à l'infini, c'est 95% de recyclage, etc. Et donc biberonner un peu avec ça. Et donc j'ai tout gobé. Jusqu'à ce que, au moment où je m'en aille, je me suis rendu compte que, en fait, il n'y avait pas que le discours de l'industriel pour qui je bossais qui existait, et qu'il y avait d'autres discours. Et ça, c'était un peu le shift de me dire, ok, mais alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels j'ai été biberonné avec un discours un peu éducationnel fort que j'ai pas remis en question et sur lequel il faut que je remette des choses en question. Ce chemin faisant, je me retrouve à bosser pour une boîte qui fabrique des emballages en plastique. Donc une grosse boîte industrielle qui fait 120 millions de chiffre d'affaires, qui a 4 usines. Et en fait, c'est un fonds de retournement. C'est-à-dire que mes boss, c'est des gens qui achètent des boîtes qui sont en mauvais état, donc, ou alors en liquidation judiciaire, ou alors en sous-performance, ou alors avec des accidents de parcours, ils ont perdu des très gros clients ou des trucs comme ça. Ils les remettent sur pattes et ils les revendent. Et donc, ils ont acheté en 2003 donc, cette boîte qui fabriquait des emballages en plastique et qui va super mal. Et ils la remettent tant bien que mal sur pied. En 2 ans, ils achètent un de leurs concurrents et puis ils en font un groupe industriel, etc. Et puis arrive 2016 et ils se disent en fait on peut plus continuer à produire des emballages en plastique comme ça à partir de matières vierges, donc à partir de pétrole direct. Il faut qu'on trouve une autre solution et j'entre en scène et on lance avec eux une entreprise en interne, donc je fais un peu d'intrapreneuriat, c'est-à-dire je lance une boîte pour eux qui fait du recyclage de plastique. Et donc on avance là-dessus, je commence à aller acheter des matériaux donc en Pologne, au Portugal, des déchets plastiques chez des clients du groupe et chez des recycleurs. Puis au fur et à mesure, on commence à acheter on commence à acheter un sous-traitant. Et donc moi je me retrouve à faire la navette pour mettre au standard de l'usine, parce que le recyclage
c'est des petites boîtes familiales. Il y a 10 personnes max qui bossent dedans. C'est des lignes qui sont faites à la main. C'est vraiment de la ferronnerie artisanale, quoi. Et donc, il faut mettre ça aux normes d'un groupe industriel qui fait 120 millions de chiffre d'affaires, donc il y a un peu de taf. Et donc, je fais ça. Et puis, arrive 2020, à ce stade, je crois qu'on recycle presque 350 tonnes de plastique par mois. Donc, ce qui est un gros score. Et là, juste après le confinement, on m'explique que la direction opérationnelle ne peut plus se faire à Paris et qu'il faut que je déménage en banlieue de Saint-Étienne, en banlieue de Montbrison. C'est un endroit très sympa, hein. La Fourme est magnifique. S'il y a des gens qui nous écoutent autour de Saint-Étienne, ne le prenez vraiment pas mal. Mais ma vie était à Paris. Je suis auvergnat d'origine, donc. Ah bah ouais, tu connais bien. Je connais très bien. Ouais. Donc la Haute-Loire. Et moi, j'y passais 3 jours par semaine à un moment. Donc, tu vois un peu le truc, le train tôt le matin, la location de voiture. C'est surtout ça qui est compliqué. Les 12 heures à l'usine dans la journée. Et puis, le retour à l'hôtel, t'es tout seul. Et puis, tu passes la journée, du mardi au jeudi, quoi. Et puis, le lundi, vendredi, j'avais des journées un peu plus tranquilles à Paris. Mais voilà, du coup, c'était une période un peu chaud. Et après, on m'explique qu'il faut que je déménage là-bas. Donc, on a fini par se séparer en bons termes, mais on a fini par se séparer sur ce constat-là. Et en parallèle, il y avait déjà les discussions avec Jérémy ? Et alors, non, les discussions avec Jérémy, ça a commencé après. En fait, tout ça, c'est venu très, très, très vite. Parce que je pense que... donc, tu me demandais un peu quel était mon déclic environnemental. Quand je bossais dans cette boîte, je travaillais énormément. Je portais énormément les valeurs du recyclage. Puis après, j'ai commencé à m'ouvrir aussi sur, OK, mais recyclage, est-ce que c'est le premier truc à faire ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire avant ? Et donc là, j'ai commencé à regarder un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Donc, réduire, réutiliser avant de recycler. Donc, les fameux 3R. Et en fait, donc c'est vraiment au moment du confinement où Jérémy, lui, il était déjà en mode entrepreneuriat, il cherchait à monter sa boîte, il avait commencé à travailler un peu sur des projets immobiliers, et en parallèle, il se dit, j'ai vraiment envie de travailler sur un truc sur l'audio. Lui, il était fan de podcast, moi, j'en écoutais pas du tout. Okay. Et en fait, pendant le confinement, il m'avait demandé de lui filer un ou deux coups de main, de lui filer un ou deux retours sur des trucs qu'il avait fait. Il se disait, est-ce que ça pourrait être une bonne idée ? Il avait mis sur Slide quelques idées, il avait créé un nom de boîte, ce genre de choses. Et moi, je me suis fait virer le jour post-confinement. Ok. Et du coup, j'avais déjà cette idée que Jérémy travaillait sur un truc un peu neuf. Et 2 jours après que je me sois fait virer, j'en parle à Jérémy et il me dit, tu connais le projet. C'est le bon moment. Je sais que, moi, je suis un peu fan d'audio, mélomane, et j'adore un peu la technique audio, enregistrée en studio. Je l'avais déjà fait 1 ou 2 fois et il savait que ça me faisait vraiment kiffer. Et du coup, il m'a dit, est-ce que tu as envie d'être un peu l'associé opérationnel technique là-dessus ? Moi, c'est moins mon truc. Donc, et j'étais, en fait, super chaud. Et en fait, avec Jérémy, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école en 2012. C'est la première personne que j'ai rencontrée en école de commerce. On était assis l'un à côté de l'autre en cours d'espagnol. Et le premier truc qu'il a dit, c'est je te vois bien vendre des planches de surf sur une plage à Cuba ou un truc comme ça. Donc il avait vraiment un gros préjugé sur moi. Alors, ok, je suis très peut-être pas surfeur, mais voile, montagne. Ça va un peu dans le truc simplicité, sobriété dont je te parlais tout à l'heure. Mais du coup, voilà, il a eu ce premier truc. Il t'a catégorisé. C'est catégorie immédiate. Et en fait, on s'est bien entendu tout de suite. On avait fait tous nos travaux de groupe à l'IESEG et on avait ce truc avec Jérémy. On était toujours d'accord sur presque tout. Okay. Mais sans le faire exprès. C'est-à-dire que si y a des gens qui avaient un avis à côté, et même si on s'en parlait pas, on leur répondait exactement la même chose. On a fait des travaux de groupe où on devait faire une analyse financière d'une entreprise et on pouvait choisir n'importe quelle entreprise pour le faire. On est arrivé, Jérémy et moi, et puis on se dit, chacun devait proposer une idée et on a proposé la même entreprise sans le faire exprès. Et vraiment, donc il fallait faire une analyse une analyse financière d'une boîte. Et j'arrive un matin en disant moi j'ai une idée de boîte, ça peut être assez sympa, j'ai mon oncle qui bosse là-bas, ça s'appelle Criteo, ils font de la publicité, c'était tout nouveau et tout. Et Jérémy il me montre ses slides et il me dit regarde, j'ai travaillé sur un premier jet sur Criteo aussi, il faut vraiment qu'on fasse cette boîte. Et voilà, et en fait
nos études, ça a vraiment été ça en permanence. On a fait tous nos projets de groupe en commun. Et du coup, quand on s'est dit, on saura forcément travailler ensemble quand on se mettra en entrepreneuriat en couple. C'est ça. Un vrai duo. Et du coup, on savait que ça fonctionnerait assez facilement quand on s'est lancé. C'est aussi pour ça que ça a été très très rapide après confinement et qu'en 2 jours, j'ai pris la décision et que quand j'ai quitté le taf, c'était hyper facile de rejoindre l'aventure. Tout à l'heure, tu disais mélomane. Il y a 15 jours, 3 semaines, on a passé une journée ensemble et tu as fini par partir pour aller dans une chorale, c'est ça? Ouais, répétition. c'est vrai, ouais. Tu peux nous en parler? Ça vient sûrement de là? Ouais. Travailler ta voix, utiliser ta voix. Oui, c'est ça. Moi, ça vient du chant. J'ai toujours kiffé chanter et j'ai habité 1 an en Suède en échange. Et en fait, je faisais partie d'une petite chorale suédoise vraiment qui payait pas de mine. Et en fait, donc ça c'était en 2013, je pense. Et il y a une personne qui est venue et qui a pris le lead de la chorale. Et en fait, c'était une chanteuse pop suédoise qui était assez connue, qui s'appelle Anna Persson. Donc il doit y en avoir 15 000 des Anna Persson. Mais du coup, voilà, elle s'appelait Anna Persson et elle avait un studio d'enregistrement à Malmö et il nous a dit j'ai besoin de backing vocals sur mon album, est-ce que vous voulez venir en studio, etc. Donc en 2013, on s'est retrouvés avec moi et 3 personnes de cette petite chorale, on s'est retrouvés dans un studio d'enregistrement pendant 2 jours complets à enregistrer des chœurs et des trucs sur son album. D'ailleurs, j'ai jamais entendu parler de cet album, je sais même pas s'il est sorti ou pas. Et du coup, toute la partie enregistrement en studio, être dans la cabine insonorisée, avoir l'ingénieur son qui te fait reprendre tes reprises et arriver à capter un peu les différences d'intonation entre une prise, entre l'une et l'autre, ce qui était mieux, etc. C'était quelque chose que j'avais vraiment, vraiment kiffé. Et du coup, quand je suis rentré chez moi, je m'étais acheté un petit micro et puis je me faisais mes petits enregistrements comme ça. Il y avait un pote qui faisait des reprises, qui postait sur YouTube. Il m'avait fait venir 1 ou 2 fois. Ne vous emballez pas, tout a été supprimé depuis. Vous irez pas trouver ça. Tu cleans ton... Exactement, le passé est complètement... Ta présence digitale. Exactement. Maintenant, c'est Xavier Seu, le podcasteur. Il n'y a plus Xavier Seu, le chanteur. Ça n'existe plus. Et du coup, ouais, c'est vraiment parti de là. Et puis, j'ai toujours bien aimé chanter. Et du coup, c'était aussi ce qui m'a vraiment poussé à rejoindre Echo Studio, c'était de me dire, en fait, je vais pouvoir continuer ce truc-là, je vais pouvoir acheter du matos et en plus, ce sera la boîte qui le possédera, ce sera vachement plus simple. Je vais pouvoir, je sais pas, genre, organiser des soirées karaoké facilement. Et en fait, du coup, il y avait vraiment un peu ce truc de, je mets mon podcast, je mets mon boulot podcast à profit d'une passion autour du chant, quoi. Et la chorale dont tu fais partie aujourd'hui? Ouais, alors ça c'est très différent. C'est arrivé beaucoup plus tard et c'est vraiment juste un groupe de potes parisiens avec qui on se réunissait et au début on faisait juste un peu de chant comme ça entre nous et en fait il y a une personne qui est venue nous voir à un moment et qui nous a dit moi je fais partie d'un orchestre londonien, est-ce que vous voulez alors il y a 2 choses, il y a un orchestre parisien, un orchestre londonien. Et en fait, l'orchestre londonien avait une chorale et l'orchestre parisien n'avait pas de chorale. Et c'est 2 orchestres qui jouaient ensemble. Et du coup, ils nous ont dit on n'a pas de chorale pour l'orchestre parisien. Est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez chanter pour nous? Et du coup, on s'est retrouvés à être 5 chanteurs, la chorale de l'orchestre de Paris qui joue en partenariat avec un orchestre londonien. Et donc, on se fait trimballer 2 fois par an à Londres pour un week-end pour aller faire des concerts avec un orchestre symphonique et une petite vingtaine de chanteurs français et anglais. C'est hyper cool. Très cool, ouais. Et voilà. Et du coup, c'est le petit hobby qu'on a sur le côté. Alors, ça demande un peu de taf parce que on fait des pièces, peut-être que les gens reconnaîtront, mais du coup, on a chanté la messe en temps de guerre de Haydn, qui est un gros morceau d'1 heure et demie. Et là, plus récemment, donc quand on s'est vu il y a 2 semaines, on chantait les Requiem de Mozart, donc, qui est beaucoup plus connu, mais qui n'en est pas moins facile à apprendre. J'imagine à peine. Ouais. Bon, on va vraiment plonger là maintenant dans TBS, comme tu dis. Est-ce que ça a été une question à un moment donné d'avoir chacun un podcast différent, propre à vous, ou un podcast commun, parce que ce duo qui fonctionnait déjà bien et qui vous êtes du coup associés pour
Ecos Studio. Est-ce que ça a été une question ou tout de suite vous vous êtes dit c'est bon, moi Jérémy, j'ai envie de faire l'immobilier et creuser, et puis toi tu avais déjà cette aspiration sur la transition écologique? En fait, le premier truc, c'était on veut monter l'agence Ecos. Et Jérémy te l'a probablement raconté, mais on a fait 5, 6, 7 pivots autour de l'audio. Normal. On n'a pas trouvé notre business model tout de suite. Et c'est quand on a eu des clients qui nous ont dit en fait, nous, on veut créer du contenu original. Est-ce que vous pouvez nous aider à lancer un podcast? Et qu'on leur a dit oui, on vous aide à lancer un podcast. On s'est dit, bon, là, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose pour savoir ce qu'on fait. Et du coup, on a lancé d'abord le podcast de Jérémy, mais sans jamais se dire que ce serait un podcast commun. Déjà parce que j'ai moins d'intérêt pour l'immobilier, donc je me voyais pas perdurer ça, perdurer ça longtemps. Et alors que Jérémy, c'est sa grande passion. Donc en fait, rapidement, s'il y a un déséquilibre entre les deux animateurs d'un podcast, ça a moins de sens. Ça se sent. Et du coup, non, la question s'est même pas posée. C'est le sujet passion de Jérémy. Une fois qu'on a lancé ce premier projet et que ça roulait bien, moi je me suis dit j'ai du temps là, on lance un deuxième podcast. Et moi j'ai mis plus de temps à définir ce que je voulais, parce que Jérémy, lui, il écoutait déjà beaucoup de podcasts, notamment sur l'immobilier et sur l'investissement. Et moi, j'avais moins d'idées de ce que je pouvais faire, parce que j'écoutais moins de podcasts, même si je commençais évidemment à en écouter, parce que par la force des choses, quand tu bosses dedans, t'en écoutes. Mais c'est vrai que moi, je me suis mis à créer des podcasts sans vraiment en écouter à la base. Alors maintenant, aujourd'hui, j'en écoute énormément, mais c'était pas trop, c'était pas trop mon truc à l'origine. Notamment parce que en fait, c'est souvent un moment où tu dois choisir entre musique ou podcast. Et du coup, pour moi, le choix, c'était clairement musique à l'origine, quoi. Et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que tous les matins, c'est le dilemme infernal. Est-ce que je me relaxe? Est-ce que j'écoute ma musique? Ou est-ce que je me cultive? Ou est-ce que j'écoute des gens parler? Moi, c'est sûr, j'ai pas ce dilemme. Ouais, toi, t'es full quasiment, ça me fait peur, mais c'est presque 1000 heures par an sur les plateformes. 1000 heures, ça veut dire 3 heures par jour quand même. En moyenne, ouais, à peu près. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que Jérém doit être dans ces eaux-là aussi. Moi, je suis quand même beaucoup plus loin. Moi, j'ai peut-être 1 heure par jour max, quoi. Ok. C'est souvent... c'est déjà bien. Ouais, souvent, si je me fais l'aller au travail avec de la musique, je me fais le retour avec un podcast ou le contraire, quoi. C'est plutôt en fonction de mon état d'humeur. Et donc, comment tu définis un petit peu les contours? Est-ce que tu prends du temps? Est-ce que tu poses des questions? Est-ce que tu en parles avec Jérémy? Est-ce que tu te dis, bon, je vais plutôt faire un petit peu à ma manière, à ma sauce? Ouais, non, c'était plutôt projet perso. Quand on les a lancés, chacun de nos... Maintenant, ce sont des projets qui sont produits par Ecos, donc on en parle beaucoup plus. Mais quand on les a lancés, on n'était que 2 dans la boîte. C'était un peu nos projets perso, quasiment à côté des projets qu'on faisait sur Ecos. Donc on s'est concerté sur des idées en disant est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, mais les brainstorming étaient beaucoup plus individuels que ça. Et en fait, moi j'ai eu du mal à définir ma ligne éditoriale parce que déjà je me disais mais t'es qui pour parler d'écologie en fait, t'y connais rien. Et du coup, ça a été un peu la base de la... C'est déjà un bon début de ligne éditoriale. Exactement. Et donc ça a été un peu la base de la ligne édito, en me disant, en fait, c'est pas à moi de savoir, c'est aux gens que je vais recevoir. Et l'autre truc, c'est que moi, je connaissais le monde du recyclage par cœur sur le plastique. J'étais capable de faire 20 ou 25 épisodes sur le plastique avec des gens du plastique. Puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait... si je fais un podcast sur le plastique, sur le recyclage du plastique ou même sur le recyclage en général, ça va pas aller loin. Et en fait, quand on fait lancer des podcasts à nos clients, on leur dit toujours pour la semaine prochaine, vous nous envoyez la liste des 25 invités, premiers invités que vous voudriez avoir sur votre podcast. Si vous n'êtes pas capable en 2 heures de me sortir 25 invités, c'est que votre podcast, il est trop étriqué. Et moi, j'avais fait ma liste avec 20 invités et j'étais là, bon, ça va être qui après ça? Ça va être qui? Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Et là, à ce moment-là, on en parlait tout à l'heure, mais j'étais pas encore hyper transition écologique générale. J'étais plutôt genre, ok, quels sont les bons matériaux? Est-ce que le recyclage, c'est bien? Mais j'avais pas trop l'idée transition écologique au niveau global, prise de recul. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, est-ce que je pourrais aller un peu plus loin sur la transition écologique, poser des questions un peu plus profondes sur des sujets qui sortent un peu de mon champ d'expertise.
Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé par lancer The Big Shift en me disant, OK, j'ai besoin d'en savoir plus sur l'énergie, c'est fondamental. J'ai besoin d'en savoir plus sur la mobilité. J'ai besoin d'en savoir plus sur l'économie, sur la politique, sur la biodiversité. Et c'est comme ça que... Et là, maintenant, à chaque fois que j'ai une nouvelle boîte de Pandore qui s'ouvre parce qu'il y a un sujet que j'ai pas encore traité dans le podcast, je me retrouve avec une avalanche de 10 invités possibles et je me dis, bon, bah, en fait, Ça là, va pour être le coup, infini. c'est infini et je pense que des épisodes, je peux en sortir encore 200 sans avoir de problème avec des personnes qui sont différentes et qui ont des points de vue différents, même sur des sujets similaires. Et là-dessus, franchement, ouais, on est parti sur une longue route, je pense. Et j'ai pas l'intention d'arrêter tout de suite, donc c'est cool. Heureusement. parce qu'il y a beaucoup de valeur. Évidemment, derrière TBS, le nom, ça a été facile à trouver? Non, le nom, ça a été une tannée. Ça a été une tannée parce que j'avais pas de bonnes idées. Et je pense que je me suis fait une liste de 40 noms que j'ai détestés. Ok. Et après, Shift, j'aimais bien, mais je me suis rendu compte hyper tard qu'il y avait The Shift Project, qui est l'assaut le think tank de Jean-Marc Jancovici, et des shifters surtout, mais que lui préside. Et ça, je m'en suis rendu compte hyper tard. Et du coup, j'étais là, merde. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, en fait, ça va s'appeler The Big Shift. Et en fait, The Big Shift, à l'origine, la première vignette, c'est une réplique du DVD The Big Short. Ok. Donc avec les flèches et avec les quatre acteurs qui sont donc le film sur le crash boursier C'est ça, ouais. de New York. Qui était sorti à peu près... Non, qui est sorti bien avant, mais je trouvais ça marrant de se dire The Big Shift, The Big Short. Et en plus, il y a un côté un peu genre... c'est pas anticapitaliste, mais il y a ce film-là, c'est vraiment genre comment est-ce que tu la mets à l'envers à tous pour faire du fric. Et The Big Shift, c'était comment est-ce qu'on fait pour transformer les mentalités et retourner un peu ce combat-là. Et du coup, je trouvais ça intéressant, mais bon, je pense que c'était très inside joke, que c'était peu compréhensible, et du coup, rapidement, le nom restait, mais toute la partie identité visuelle a dégagé, on a remplacé ça par ma tête. Et c'est plus pro. Et c'est plus humain, du coup. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres choix, d'autres décisions, on va dire, sans compromis que tu as fait dès le début? Je prends souvent un exemple du tutoiement, du vouvoiement, du zéro montage, zéro cut, la parité. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça au début qui ont été essentielles? Je me suis pas mis de contraintes. Vraiment, en fait, j'y suis allé un peu en mode j'y vais mais j'ai peur. Tu vois, donc j'avais envie de tourner ces épisodes. Le seul truc que je me suis dit, c'est je veux jamais faire venir quelqu'un sans m'être parfaitement renseigné sur cette personne et sans avoir bien travaillé ma trame de questions. Ce que j'ai bien remis en question depuis. mais au tout début, c'était ça. Et, au début, tu y passais combien de temps Et au début, un épisode, je pense que j'avais bien 2h30, 3h de préparation dessus. Tu vois. Ok. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, si j'y passe 45 minutes, c'est le bout du monde. Quoi. Mais tu vas plus vite, tu as peut-être aussi je pense que les bonnes sources. Le premier truc, c'est que maintenant, transition écologique, je connais. Je connais pas tout, mais il y a quand même des bases que j'ai bien en tête et qui sont beaucoup plus faciles à assimiler pour moi quand je passe d'un sujet à un autre, parce qu'il y a quand même pas mal de ponts entre les différents sujets. Donc ça aide quand même vachement, parce que sur les premiers épisodes, j'avais peur de passer pour un con en me disant mais... Et en fait, il y a plein d'épisodes où je me disais attends, est-ce que je dois poser cette question ou est-ce que je vais passer pour un débile ? Et du coup, il y a plein d'épisodes où on m'a dit c'est bien, mais c'était un peu technique, hein. Et en fait, je me rendais pas compte du tout parce que, bon, il y a toujours déjà le premier truc où j'ose pas poser la question parce que j'ai pas compris un terme, parce que j'ai pas compris une situation, un contexte, etc. Et puis après, au fur et à mesure des épisodes, moi, je les ai compris, mais mes auditeurs qui n'avaient pas forcément tout entendu, tout écouté, en fait, je me rendais pas compte que moi, je gagnais des points d'expérience et que mes auditeurs, ils en avaient moins, et que du coup, en fait, moi, je gagnais un peu en compétences et en compréhension sur des sujets, mais que les auditeurs, ils avaient besoin quand même qu'on réexplique, qu'on revienne aux bases à tous les épisodes. Et donc ça a été la partie un peu difficile sur laquelle j'ai pris du temps à m'adapter. Mais je me suis pas vraiment mis de difficulté. Je trouvais ça suffisamment difficile de commencer à aller discuter avec des gens pour me mettre des contraintes supplémentaires. Niveau parité, sur les écoutes, je suis hyper fier. On est à 48-52 ou un truc comme ça. Donc ça, c'est trop cool.
En revanche, pour le 8 mars, pour la journée des droits des femmes, je me suis fait un petit compte de mes invités femmes et de mes invités hommes. Et on est à un tiers de tiers. Donc pas parfait. Pas pire non plus. Il y en a, je veux dire, sur l'investissement ou sur le truc, c'est parfois pas évident. Mais du coup, ouais, non, j'ai un peu ce problème de parité. Et en même temps, même si c'est un peu une fausse excuse, j'ai eu quand même beaucoup de femmes qui ont refusé de passer en me proposant presque leurs collègues ou en me disant masculin. Non, mais je suis pas. Collègue masculin. J'ai le même sujet. Et là, évidemment, on est deux mecs qui en parlent, hein, bien sûr. Mais j'ai quand même la sensation que il y a une plus grande difficulté pour les femmes à venir s'exprimer au micro et à donner un avis en tant qu'experte. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça assez dommage. J'avoue, maintenant, j'essaye de les forcer en leur disant qu'en fait, j'ai pas envie de parler à leurs collègues. Parfois, ça me ferme une porte. Mais bon, du coup, je préfère ça et je le dis assez ouvertement maintenant. En fait, j'ai envie d'interviewer des femmes, j'ai plus envie d'interviewer d'hommes. Et je pense que le taux de femmes qui passent dans le podcast remonte un peu, mais avant qu'on arrive à 50-50, il peut se passer quelques mois encore. Ok. Mais au moins, c'est bien d'avoir mesuré. Oui, j'ai fait la mesure. Ouais. J'ai fait la mesure. J'ai pris 1 an et demi, mais j'ai fait la mesure. Justement, les premiers invités, comment tu les abordes? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu prépares, je sais pas, un mail incroyable, une carte d'invitation? Tu les appelles? Comment tu fais pour un peu les contacter, les booker? Alors, mon tout premier invité, c'est un gars qui est venu me parler de greenwashing et c'est un gars avec qui mon ancienne boîte bossait. Et du coup, je me suis dit, vas-y, bon plan. Et surtout, c'était mon premier sponsor et j'ai quand même réussi. Et ça, c'est quand même un gros hold-up parmi les podcasteurs. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Les 4 premiers épisodes de The Big Shift ont été sponsorisés à 300 € l'épisode. Sans avoir aucune écoute et aucune communauté. Retour et expérience de ce que ça va faire. Bravo. Voilà. Bravo. Et du coup, ça m'a quand même bien mis le pied à l'étrier. Ça m'a mis en confiance pour aller contacter des gens vraiment stylés. Et donc, en fait, mes tout premiers choix, c'était OK, je dois développer le podcast le plus vite possible pour que dans 4 épisodes, il y ait des écoutes, parce que sinon, je vais me sentir hyper mal, même si mon sponsor, il attendait pas forcément de retour sur investissement. Il y avait un côté un peu mécène. Mais du coup, je me suis mis un peu à la presse là-dessus en me disant OK. Et donc, mon premier invité, le deuxième invité, c'est Arthur Aubeuf de Time for the Planet. Les troisièmes invités, c'est Monsieur et Madame Recyclage, qui sont des vulgarisateurs de l'industrie du recyclage. Le quatrième, c'est Benjamin de Moliens, qui est un éco-aventurier qui s'est lancé au moment où je l'ai invité. Il se lançait sur Insta, sur LinkedIn, etc. Il avait une belle communauté. Et du coup, je visais ce genre de personnes. Et la cinquième, c'est le directeur d'une association très en vue et très polarisante sur le débat renouvelable nucléaire. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait aussi bien marcher. Et en plus, je connaissais rien à l'énergie. Cet épisode est vraiment un condensé de conneries de ma part, mais du coup, il les a bien récupérés, donc assez intéressant. Et c'était bien au moins. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre sur l'énergie. Après, j'ai fait plein d'autres. C'est un peu mon dada en ce moment, l'énergie. J'adore ça, comprendre comment ça se passe. C'est quand même c'est la base de beaucoup de choses. Là, je le dis pas, mais j'ai Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici qui est à mes pieds. On le voit pas à la caméra non plus, mais je l'ai pas terminé encore, mais ça ne saurait tarder. Il y a plein d'autres livres. Il y a plein d'autres livres sur la table. Il faudra passer sur Instagram, vous les verrez. Ok, je comprends à peu près l'écosystème. Est-ce que tu t'es fixé le défi de lancer et d'avoir un sponsor? Parce que Jérémy, à ce moment-là, avait un peu plus d'avance et commençait aussi à sponsoriser? Ouais, grave. Évidemment, en fait, on avait gagné en compétences. On savait que c'était possible. Je savais pas dans quelle mesure un podcast sur l'écologie, on peut faire la même chose qu'un podcast sur l'investissement et sur l'immobilier, qui est hyper niche, et en plus qui est boîte Afrique la plupart du temps. Donc
j'ai tenté, mais bon, j'ai eu ce premier sponsor et puis après, j'ai pas eu sponsor pendant presque un an. Ouais. Donc, j'ai tenté et on s'est rendu compte que c'était plus compliqué. Je pense que j'ai moins de compétences commerciales que Jérémy aussi. Et puis, effectivement, sur le sujet écologie, t'as peut-être moins envie d'aller chercher le gros CPM, t'as envie aussi d'aider. Il y a un côté un peu plus ESS peut-être sur ce podcast-là que sur l'autre. Après, je pense que à refaire, j'y serais allé un peu plus fort. A priori, tu vois. On en parlait il y a 15 jours, 3 semaines avec Barthélemy Fentz de Extraterrien quand on s'était vus tous ensemble. Il y a un vrai truc, bourrin à comprendre et je pense que j'ai eu le déclic un peu tard là-dessus. D'un autre côté, les écoutes, on dit souvent qu'un podcast, tu peux commencer à faire du sponsoring sympa quand tu as 10-15 000 écoutes minimum. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé, donc j'étais pas non plus trop en retard, mais je pense qu'on aurait pu commencer plus tôt. En tout cas, vraiment, je dis bravo parce que tu as vraiment commencé quand même plus tôt. Il y a juste eu un trou d'air. Il y a eu un gap, ouais. Mais commencer, ça met en confiance, ça motive. Et puis, voilà, ça nourrit le projet. Donc, bravo. Tu t'es chauffé donc tout de suite pour faire un épisode par semaine? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. J'ai commencé par faire un épisode tous les 15 jours parce que j'avais peur que ça me prenne trop de temps. Ce que ça m'a pris. Bien sûr. Ensuite, j'ai eu une alternante qui est venue et qui venait d'une école de management du développement durable et qui était là pour travailler sur l'agence. Et en fait, elle était hyper intéressée par The Big Shift et du coup, j'ai dit écoute, moi, j'ai pas envie de prendre ce temps-là pour le moment, mais du coup, est-ce que tu as envie de faire un petit épisode court une fois par semaine de 3-5 minutes où tu expliques un petit concept, où tu expliques. Et donc, elle a commencé à faire des épisodes qu'on avait appelés des épisodes action. Donc, il y avait des épisodes un peu réflexion où je passais du temps avec quelqu'un qui nous expliquait un concept. Et les épisodes action où elle a commencé par faire des épisodes seuls de 3-5 minutes où elle expliquait quelque chose. Donc, ça pouvait aller de comment est-ce que tu fais pour passer un Noël un peu plus écologique à des trucs comme ça. Donc, sur des épisodes un peu courts et très, très actionnés, concrets. Et au bout d'un moment, moi je voulais qu'on puisse partager ces épisodes plus facilement, donc il fallait qu'elle ait des invités aussi pour qu'ils repartagent, pour que le podcast grandisse un peu plus vite. Et du coup, elle a bien voulu commencer à aller chercher ses propres intervenants et du coup qui étaient des épisodes plus courts parce que c'était plus simple pour elle d'avoir une structure un peu plus claire. Et du coup, elle posait toujours un peu les mêmes questions autour de votre déclic écologique. Elle interviewait des entrepreneurs. Donc, elle avait eu Maud Caillot quand même de Green Got, elle avait eu Séverin Prat de Etikado, elle avait donc des belles boîtes quand même. Ouais. Et du coup, on a tenu comme ça pendant presque 9-10 mois. Et puis quand elle a quitté son alternance, j'ai repris. Et là, pour le coup, j'étais beaucoup plus chaud. Les écoutes avaient grandi, ça me plaisait, j'accélérais, c'était vachement plus simple de produire. Du coup, là, je me suis dit, vas-y, go. On va garder. On garde un épisode par semaine. Et du coup, je suis dans ce rythme-là depuis septembre dernier. Donc, ça va faire 8 mois, quoi. Donc, et tu as gardé les différents formats ? Et non. Du coup, j'ai kill le format rapide et je reste sur des formats longs qui sont les formats qui me font plaisir à moi. Voilà. Ok. Dans votre duo, justement, on a bien compris les différences de thématiques. Est-ce que l'une nourrit l'autre ? Est-ce que l'autre questionne ? Est-ce que vous questionnez ? Est-ce que vous permettez un petit peu de grandir et de modifier, changer votre comportement. J'imagine un peu plus que toi, tu peux modifier celui de Jérémy. Mais Jérémy, j'ai compris qu'il t'avait un peu plus motivé sur l'aspect commercial. Ouais. Est-ce que toi, au contraire, sur l'investissement, sur l'immobilier, il y a eu des réflexions et des sujets ? Tu vois, quand on a commencé à entreprendre ensemble, on était un peu en mode
deux potes étudiants qui entreprennent ensemble, et on était un peu dans ce travers de on est tout le temps d'accord, qui était celui qu'on avait quand on était en études. Dans le monde du bisounours. Et non, mais quand on était en études, c'est vrai c'était facile d'être d'accord. Ah oui. Et là, en fait, quand tu entreprends un couple d'entrepreneurs, il faut qu'il y ait des moments où ils soient pas d'accord, parce que sinon, en fait, si tu es OK avec tout ce que dit l'autre, tu te retrouves dans le mur parce qu'il y a personne qui a questionné, qui a challengé, comme tu dis. Et du coup, on avait ce problème-là au début. Et je pense que on aurait pu aller un peu plus vite dans le développement de l'agence, en tout cas, si on s'était plus remis en question l'un l'autre au début. Je sais pas si c'est notre maturité d'avoir travaillé ensemble pendant 3 ans, ou si on a des ambitions qui diffèrent un peu plus aujourd'hui qu'il y a 3 ans, mais on est beaucoup moins d'accord sur des sujets assez classiques, tu vois, mais pas trop sur la vision de la boîte et de nos envies perso, mais sur des sujets de société, on se challenge beaucoup plus. Et peut-être que parce qu'on les exprime aussi plus, nos idées, qu'on ne le faisait l'un à l'autre avant. À force d'enregistrer, à force de produire du contenu, vous... Ouais, et puis c'est vrai que mettez aussi sur la table. Et puis on est aussi des éponges de ce que nous racontent nos intervenants. Donc c'est vrai que moi, si tu veux un gros cliché, moi je suis plutôt sur des classes intellectuelles de gauche, et Jérémy, il est plutôt sur des entrepreneurs bourrins, ou alors des héritiers, ou alors des self-made des rentiers, mais tu vois, des self-made man qui ont la culture du travail à fond, et qui prônent un libéralisme fort, parce que c'est ce qui a fait leur réussite. Donc on échange et on passe beaucoup de temps à échanger avec ces gens-là. Au final. Donc on passe énormément de temps à échanger avec ces gens-là, tu vois. Donc on a chacun ces deux prismes qui sont très très différents, et qui, tu vois, ça nous fait 1 heure ou 1 heure et demie d'enregistrement par semaine avec ces classes socio-économiques un peu différentes. Donc évidemment, au bout de 2 ans d'enregistrement, il y a même si on n'intègre pas tout et qu'on prend pas tout comme argent comptant de ce que nous disent nos invités, il y a forcément des trucs qui ruissellent, quoi. Donc évidemment, on est moins d'accord sur beaucoup de choses qu'avant, mais on en parle beaucoup plus posément, je trouve. Ça, c'est chouette. Ouais. On arrive facilement à se dire, ok, toi tu penses ça, moi je pense ça, c'est ok. Il n'y a pas forcément besoin de se convaincre l'un l'autre. Et je trouve ça hyper intéressant. Je pense qu'effectivement, j'ai apporté à Jérémy un peu de conscience. Je sais pas si c'est une conscience écologique, une conscience sociale, ou parce que je pense qu'il l'avait. En fait, il vient pas d'une famille, ultra riche. Il a une conscience qui est très forte, mais c'est juste qu'il a des ambitions parfois qui passent au-dessus, des ambitions personnelles qui passent parfois au-dessus de... Enfin, c'est une histoire d'arbitrage, tu vois. Quel est le compromis que tu veux faire ? Moi, mon compromis, c'est plutôt, je veux faire passer la planète avant certaines choses. Lui, son compromis, ce sera plutôt, si le choix se présente, je ferai passer plutôt ma liberté, la liberté de ma famille avant la planète, par exemple. Tu vois. Je sais pas si c'est la planète l'exemple, mais voilà, c'est une histoire de compromis là-dessus, et de où est-ce que tu places le curseur sur le spectre des décisions quotidiennes, quoi. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être hyper intéressant qu'on en discute plus. Et on a commencé à se faire des épisodes croisés sur des podcasts qui n'ont pas de sens. En soi, tu pourrais dire immobilier, écologie, c'est quoi le lien, etc. Et en fait, on a trouvé quand même pas mal d'angles intéressants qu'on peut aborder ensemble sur nos deux sujets favoris. Et du coup, on avait enregistré avec, il y a longtemps, un premier épisode à 3. Donc, avec Michael Suto de Green Living, qui est une boîte qui fait de l'investissement locatif, mais avec un côté très green, donc sur l'aménagement, sur les travaux, etc. Ils font hyper attention à leurs matériaux, à la réutilisation, etc. Et donc on avait parlé un peu de ça, de comment est-ce qu'on fait des travaux en étant un peu plus vert, comment est-ce qu'on aménage en étant un peu plus vert, etc. Et là récemment, Jérémy partait en vacances et il était en déj d'épisode.
Et ça faisait 1 mois et demi qu'on en parlait. Et du coup, il m'a dit, bon, allez, demain matin, on se fait un épisode ensemble. Voilà. Parce que j'ai pas trouvé d'invité avant de partir en vacances. Donc, et ça sortira dimanche. Et puis, voilà. Et du coup, on s'est fait cet épisode un peu en dilettante, en se disant, bon, on va parler DPE, on va parler rénovation énergétique, on va parler comment est-ce qu'on fait, quelles sont les règles qui vont changer, qu'est-ce qui se passe quand on loue un appart qui est en classe énergétique, donc passoire énergétique. Oui. Et en fait, la discussion a duré, on n'avait rien calibré, la discussion sur ce sujet a duré près d'1 heure. Et en fait, bon, moi, j'avais un objectif caché, hein, c'était que moi, le petit écolo, je me disais, vas-y, quand je parle à mes auditeurs, je parle à ma bulle, je parle à des gens qui sont presque convaincus, qui sont déjà curieux de ces sujets, qui s'y intéressent, qui ont envie d'en apprendre plus. Qui sont déjà convaincus et d'accord avec toi et qui veulent creuser. Donc, t'as pas vraiment à les convaincre. Exactement. Et du coup, j'ai rarement quand même accès à une communauté, en plus de la taille de celle de Ça fait un bail. Hein, donc, on parle d'un podcast qui a 60 000 écoutes par mois. Et The Big Shift, actuellement, c'est The Big Shift, on est à peu plus de 20 000 écoutes par mois. Ok. Voilà, donc il est 3 fois plus gros que le mien. Et donc, hyper intéressant d'avoir accès à une communauté de cette taille qui n'est pas du tout dans ma bulle et qui parfois se pose pas forcément ces questions que nous, on se pose. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'à cela ne tienne, c'est mon occasion d'aller les titiller. Et du coup, là, ce que je m'étais dit, c'était, bon, ok, il faut absolument qu'ils y voient un intérêt. Parce que sinon, bon, déjà, ils vont arrêter l'épisode et puis en plus, on n'aura rien gagné. Et du coup, je m'étais donné comme objectif de responsabiliser la communauté de Ça fait un bail à ces enjeux-là, en leur disant, en fait, c'est très bien ce que vous faites, vous avez une responsabilité et vous pouvez faire en sorte que la rénovation thermique des bâtiments, qui est un sujet majeur des prochaines années, puisse être bien entreprise, parce que vous avez les clés là-dedans. Et du coup, c'était un peu mon point, et je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse se réunir sur ces sujets-là et qu'on puisse en parler. Et en plus, Jérémy, lui, il a dans sa ligne éditoriale, il y a beaucoup de podcasts investissement, il y a des podcasts immobiliers. Et là, ces derniers mois, ce qu'il trouve hyper intéressant, c'est quels KPI peuvent être différents que les KPI de la rentabilité sur mon immeuble, sur mon appartement, sur ma location. Quel KPI nouveau est-ce que je peux utiliser pour juger de la réussite d'un projet immobilier. Et je trouve ça hyper intéressant. Et ça, je suis pas sûr que je puisse me targuer que ce soit de mon fait, mais j'imagine que nos discussions, que le fait... Ça a infusé. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant qu'il puisse ajouter dans sa ligne éditoriale ce genre de thématique sur des podcasts qui le font très rarement. Voilà. Bravo. Donc c'est un petit peu cet épisode un cheval de Troie. Ouais, exactement. Et je pense que Jérémy, il m'a quand même fait un cheval de Troie aussi sur la partie entrepreneuriat. Quand je suis sorti d'études, je me suis jamais dit je serais entrepreneur. Moi, je suis plutôt averse au risque. Je pense que j'ai quand même pas mal évolué depuis 4 ans. Dans un groupe, Jérémy, c'est plutôt le fonceur qui va avoir 1000 idées à la minute, peut-être qui parfois va avoir du mal à rester sur une idée parce que l'idée suivante va lui paraître mieux, l'idée d'après va lui paraître mieux, etc. Et moi, je suis plutôt celui qui va dire ouais, mais attends, est-ce qu'on a pensé à ce truc-là ? Est-ce que ça va marcher parce qu'on a pensé à ça ? Ah oui, mais attends, parce que là, on est déjà sur l'idée numéro 3, mais on n'a toujours pas validé l'idée numéro 1. Est-ce que tu veux pas qu'on reste sur l'idée numéro 1 ? Et parfois, en fait, du coup, il y a vraiment ce truc de non, en fait, il faut avancer plus vite. Et parfois, il y a vraiment le truc de non, en fait, il fallait vraiment reprendre cette idée numéro 1 et aller plus loin dedans. Et donc. Vous êtes vraiment complémentaires. C'est vraiment. Ouais, c'est parfois pas évident parce que du coup. La complémentarité, si c'est 2 extrêmes, c'est difficile à joindre les 2 bouts, mais effectivement, je pense que tous les 2, on a la capacité on a la capacité et intelligent. Intelligent, je sais pas, en tout cas, on n'est pas suffisamment extrême pour qu'il y ait de la friction importante, quoi. Ouais. C'est souvent quand même une bonne organisation pour entreprendre. Niveau galère, est-ce qu'il y en a eu ? Des galères d'enregistrement, des galères de développement, de lancement, Moi, j'ai une chance, c'est qu'on a lancé The Big Shift 7 mois après, ça fait un bail. Donc, c'est Jérémy qui a essuyé tous les pots cassés.
Et, toi, tu as dupliqué le process? Pas les erreurs en tout cas, mais non. Et puis je pense que Jérémy il est beaucoup dans l'idéation, il est beaucoup dans la partie créative, il est beaucoup dans et du coup parfois les choses un peu terre à terre comme la carte SD, comme le bouton d'enregistrement, c'est des trucs qui peuvent lui passer un peu à côté quoi. donc on a eu un ou deux déboires. Je pense que maintenant il y a prescription, mais on n'a jamais pu publier un épisode avec The Collectionniste, qui est quand même le fondateur de The Collectionniste, qui est un gros de gros pour Ça fait un bail quand il a lancé le podcast. Ça faisait 2 ans. C'était il y a 2 ans. Et en fait, Jérémy avait activé les 2 mauvaises pistes. Donc, il n'y avait que sa voix, il n'y avait pas la voix de l'invité. Et donc, quand il lui a dit ça et qu'il lui a dit est-ce qu'on peut enregistrer, on lui a gentiment dit non. Donc, ouais, il y a quelques petits déboires. Je pense qu'on n'a pas eu de... Je sais pas si on peut parler de vraiment déboires, toi, ça s'est bien passé. Moi, sur The Big Shift... Est-ce qu'il y a eu des invités qui, je sais pas, ont mal réagi, ont voulu écouter avant la diffusion? Est-ce que... Tu vois, je pense à pas mal de petites choses, mais... En vrai, je pense que... Non. J'ai l'impression... Mais maintenant que tu le dis, je m'en rends compte. Mais c'est très, très fluide sur The Big Shift. Je pense que j'ai... 98% de taux d'acceptation de mes invités. Jean-Marc Jancovici, si tu entends ce podcast, tu es le 2%. Donc là, si je veux un 100%, il va falloir que lui vienne à un moment. Ouais, il va venir. Il viendra. Je m'en fais pas. C'est juste qu'il en faisait beaucoup à droite, à gauche. Donc il voulait surtout, à mon avis, que au moment où tu le sortes, ce soit pas au milieu d'un raz-de-marée ouais, c'est gentil sur les ondes. Merci Gaël pour ton soutien. Je suis pas sûr que ce soit 100% ça, mais on verra. Je sais pas s'il a un sum intégré du fait que mon podcast s'appelle The Big Shift et qu'il soit pas associé à son think tank. En tout cas, faut qu'il vienne en parler librement. Ceci dit, c'est quand même un truc qui m'a aidé. Tu vois, par exemple, il y a Bon Pote qui est passé, donc Thomas Wagner, oui, qui est influenceur, pour ceux qui ne savent pas, qui est l'influenceur climat le plus suivi sur LinkedIn, qui doit avoir 180 000 personnes qui le suivent, et qui donc un ancien banquier d'affaires reconverti, qui a donc un média là-dessus. Donc la personne à avoir sur son podcast quand tu traites d'écologie. Et en fait, j'ai enregistré avec lui, et à la fin de l'enregistrement, il me dit et du coup ça va sortir sur le site de Time to Shift, c'est ça, enfin de Shift Project. Et je dis mais pas du tout. Et du coup là, j'ai vu qu'il y avait une petite lueur pâle, genre merde, où est-ce que je suis allé? Il a commencé à regarder rapidement sur Spotify. Ah oui, t'as invité qui et tout. Bon, là, il a vu que j'avais des invités très cool, qui connaissaient bien en plus, avec qui il avait travaillé. Donc, il était bon, ok, ça c'est bien. Donc, il m'a dit bon, ok, nickel. Il m'a jamais dit, je me suis complètement planté, mais j'ai senti dans son regard que c'était pas exactement là où il pensait atterrir. Donc, très, très bon titre. Et donc, finalement, est-ce que quand il y a un petit... une petite confusion possible, une petite ambivalence, une petite ambiguïté, est-ce que c'est pas là où c'est parfait? Donc voilà, je suis très content finalement de ce nom The Big Shift que j'aimais pas totalement. Et surtout, du coup, ce que je comprends, c'est que tu laisses planer le doute. Ah bah exactement. Aujourd'hui, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens des shifters qui nous écoutent aujourd'hui. Mais oui, ça me dérange pas du tout d'être associé à ça, même si je dément, enfin je dis toujours que ça n'est pas le cas, mais je vais pas dire que c'est le cas. En revanche, si on vient me voir et qu'on dit je viens te voir grâce au Shift Project, je vais dire bah c'est gentil, je ne suis pas ça, mais c'est gentil. Aujourd'hui, c'est quoi le process, un petit peu ton organisation entre le moment où tu as l'idée, où quelqu'un te demande s'il peut passer sur le podcast, et le moment où c'est diffusé? Ouais. Quelles sont un petit peu les étapes où toi tu interviens? Je refuse quasiment toutes les personnes qui me demandent de passer sur le podcast. Il y a quasiment personne. En fait, je dois recevoir 3 mails par semaine, ou alors de relations presse, ou alors des entrepreneurs, ou alors qui me demandent de passer sur le podcast. Et ça, je les refuse. Je pense qu'il y a une fois où j'ai accepté, parce que en fait, la plupart du temps, ce sont des boîtes qui vendent un produit. J'ai pas envie de mettre en avant un produit sur The Big Shift. D'ailleurs, pour les gens qui veulent sponsoriser The Big Shift, je ne mets pas en avant de produits. Je peux mettre en avant des services s'ils ont pas d'impact, ou même il faut qu'ils soient engagés.
mais je mettrai pas en avant de produit, même si c'est un produit miracle, zéro déchet, naturel, tout ce que vous voulez, quoi. Quel est le process? En fait, j'ai un tableau Notion dans lequel j'ai mes idées. Et les idées, ça va être que des thèmes, des sujets. Donc, si je lis un article, si je parle avec quelqu'un et qu'on me dit ce sujet-là et tout. Donc ça part dans une case sujet, dans une case idée. De temps en temps, je regarde mes cases idées et je me dis qui est-ce que je pourrais avoir. Et là, je liste 2-3 personnes et là, ça part en draft. Ok. Donc, une fois que c'est en brouillon, donc là, j'ai contacté ces personnes-là. Ces personnes-là, elles me répondent et j'avoue que la plupart du temps, j'ai oui parce que le podcast commence à avoir un certain nombre d'épisodes avec des personnes renommées, donc ça devient plus trop un problème de proposer. De trouver les invités. Et du coup, une fois que j'ai ça, là, je choisis entre les 3 personnes. Le plus compliqué, c'est d'écrire le message de non quand j'ai plusieurs possibilités. Parfois, j'envoie quand même en décalé en fonction des priorités de mes envies. Quand je suis en rate d'épisode, j'envoie au plus de personnes possible, histoire d'avoir quelqu'un. Donc, parfois, ça arrive de devoir dire... la plupart du temps, je dis « Ah, mais en fait, l'angle n'est pas tout à fait ce que j'imaginais. » Donc, voilà, donc tu brodes un peu là-dessus. Tu brodes et tu trouves toujours. Et au max, tu as combien d'avance? Là, en ce moment, je dois avoir 7 semaines d'avance. Je suis très, très fier. Toi, je sais que tu tournes avec 4 mois à chaque fois, donc cet épisode qu'on enregistre début avril sortira fin août, il n'y a pas de problème. Non. Mais j'aime bien avoir beaucoup d'avance, ouais, c'est vrai. Au plus court, j'ai enregistré à la semaine. Et ça, c'est le moment stressant. C'est normal et c'est trop stressant. Donc. C'est hyper stressant. Et en fait, depuis que j'ai quelqu'un en interne qui gère les prods, je peux plus faire ça parce que du coup en fait quand tu lui renvoies l'épisode de la semaine d'avant de la semaine d'après et qu'il a à peine 2 jours pour faire toute la com, les trucs comme ça marche pas du tout. Puis en plus du coup quand on aime bien les productions en batch et donc en fait s'il y a pas de batch production tu perds du temps, donc c'était pas possible et donc je me suis forcé à garder un peu ce tampon de 3-4 semaines. Et là, en ce moment, j'organise pas mal de conférences, j'anime des conférences dans le cadre de The Big Shift et puis dans le cadre de mon ancienne école, on me demande d'animer des conférences. Et du coup, ça me coûte rien, j'appuie sur le bouton REC et en fait, du coup, c'est des épisodes un peu différents mais que je peux publier si jamais je suis en rade. Et qui peuvent être avec des invités super sympas. Là, j'étais à l'Académie du Climat vendredi dernier. On a fait une conférence avec Juliette Nouel, la journaliste, Lou Espargilière, le fondateur du média Vert, et Valentin Martini, qui est le fondateur de Alert Greenwashing. On a parlé de greenwashing pendant 1 heure. En fait, pourquoi ne pas enregistrer cette conférence et en faire un épisode? Voilà, donc on appuie sur le bouton REC et puis après on voit ce qui se passe et puis comme ça peut éventuellement me faire des épisodes et puis en plus je rencontre des gens cool. C'est des gens avec qui après je vais enregistrer des épisodes en privé. Donc c'est trop bien et ça me fait un peu du stock. Une fois que c'est en draft, là tu travailles à peu près, tu essayes de creuser en à peu près 1 heure sur le sujet. Ça me prend moins de temps parce que du coup la partie avant de faire en draft, je regarde un peu les personnes et du coup ça me prend 20 minutes, une demi-heure et ensuite une fois que c'est en draft, là la plupart du temps maintenant ce que je fais c'est que je dis à ChatGPT tu es un podcasteur, tu vas recevoir telle personne sur tel sujet, l'angle que tu as envie d'aborder c'est ça, quelles sont les 10 questions que tu lui poserais. Il va m'en sortir 10, il y en a 3 qui vont me paraître intéressantes et je vais construire ma trame autour de ça et puis après je vais éventuellement aller retravailler ce truc-là. Ok. Et après du coup, la plupart du temps, le soir, je demande à ma conjointe si elle a des questions, elle a toujours des questions intéressantes. Et du coup, en 5 minutes, elle me dit vas-y, moi je rajouterai ça. Ça me fait mes 6-7 questions de base, et puis après on lance la conversation à partir de ça, et ça part de façon assez naturelle là-dessus. Tu te déplaces toujours avec micro et caméra? Je me déplace jamais, mes invités viennent toujours chez moi. Ok. Et je refuse de plus en plus les enregistrements à distance. Et du coup, le fait d'avoir de l'avance, pour le coup, ça c'est hyper cool parce que du coup la plupart des gens qui passent sur des podcasts maintenant en fait ils viennent à Paris régulièrement et du coup s'ils me disent je suis pas à Paris, je dis, bon c'est quand la prochaine fois que tu viens et en fait dans les mois ou dans le 1 mois ou 2 mois qui arrivent il y a toujours un passage par Paris et du coup on se cale un enregistrement à ce moment-là
Et du coup, maintenant, 90% des invités viennent Et chez moi. donc, beaucoup viennent sur le canapé ou c'est ailleurs? Et non, le canapé, tu fais partie des heureux élus. Le canapé, je pense que j'ai 2 épisodes sur le canapé. Il y a un épisode qui m'avait marqué sur le canapé, c'est avec Angel Prieto de Pour un réveil écologique. Donc, qui est un jeune, donc Pour un réveil écologique, c'est un collectif de jeunes alumni qui sont engagés pour essayer de transformer le monde de l'éducation et la politique pour former aux enjeux environnementaux. Ils sont hyper forts sur LinkedIn, ils sont hyper forts dans leur prise de position, ils font de la formation, etc. Et Angel, du coup, que j'ai eu sur le podcast, est un mec, je pense que c'est le mec le plus brillant que j'ai jamais reçu. Je lui posais des questions, tu vois, il était en tailleur à ta place. Je lui posais des questions, il avait son petit carnet, et puis en même temps qu'il répondait, il prenait des notes et il construisait sa pensée. Et il me sortait des réponses, et je lui posais une question qui était parfois concrète, parfois théorique, parfois conne, parfois intelligente. Et lui, il théorisait, et il théorisait en 1-2 points, et puis après, il donnait un exemple, et c'était fluide, et c'était parfait. Et j'ai jamais eu une conversation qui était aussi simple, et en même temps avec tellement d'apports de valeur sur les sujets qu'on évoquait. Et en vrai, c'était vraiment très sympa. Et c'était une conversation sur ce canapé. Et du coup, peut-être qu'il faudrait que je recommence à le faire plus souvent, parce que... Peut-être que c'est le canapé le secret. Peut-être, effectivement. Être confortablement assis. Après, moi, j'aime bien avoir mon ordinateur pour avoir mes questions, pour pouvoir prendre des notes, etc. Quand on est dans le canapé, toi, t'es plutôt sur du lifestyle. C'est ça. Donc, on a moins besoin de ça. Et moi, j'essaye d'être sur un truc un peu plus pédagogique parfois. On parle moins des invités, mais plus de ce qu'ils font ou de ce qu'ils savent. Donc, c'est parfois un peu plus facile d'avoir les mains sur la table. Je comprends, évidemment. Ok, et donc après, en termes de valorisation, je vais passer le détail de la prod, mais comment tu valorises, de quelle manière? Est-ce que tu crées des articles? Est-ce que tu fais des extraits? Est-ce que tu réécoutes toi-même? Qu'est-ce qui se passe après comme ça? Je me réécoute de moins en moins, mais... il y a un truc que je fais, c'est créer des extraits. Il y a 2 extraits en fait audio qui durent 5 à 7 minutes, qui sont sur des sujets un peu particuliers ou des points techniques qu'on a évoqués dans le podcast. Et format focus. Exactement, les formats focus qu'on diffuse du coup 2 fois par semaine. Ça permet de créer du contenu supplémentaire, ça permet de faire un peu du teasing sur les épisodes. C'est souvent bien accueilli, même s'il y a toujours 2 fois plus d'écoute quand même sur l'épisode complet que sur les focus. Okay. Donc pour nos amis podcasteurs qui écoutent, c'est un bon moyen d'augmenter le niveau moyen d'écoute et d'augmenter la complétion, parce que ce sont des épisodes plus courts, donc évidemment ça permet de... Alors je sais pas si Apple Podcast prend en compte la durée des épisodes pour la complétion, mais du coup en tout cas ça permet d'augmenter virtuellement la complétion des épisodes, ça permet d'augmenter le nombre d'écoutes pour les sponsors. De moins faire peur aussi aux gens avec des épisodes courts. Exactement. Très court. Parce que parfois, évidemment, quand on a des épisodes d'1 heure, quand on a 20 minutes de trajet, ça saoule un peu. Ça, c'est clair. Même si je pense que la tendance est plutôt à rallonger les épisodes. Donc, je veux dire, dans le podcast en général, les gens ont envie de parler plus, j'ai l'impression. Les épisodes sont de plus en plus longs quand moi, j'ai pas de limite. Oui, toi, t'as pas de limite, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'en suis pas encore comme Flo Modia à faire du 6 heures. Ouais, ou Mathieu Stéphanie sur des sujets à 3-4 heures, ou Joe Rogan à 12 heures. Ça, c'est... De toute façon, on suit les États-Unis, donc ça finira par arriver à un moment. On va faire du 2 jours un jour. Mais bien sûr. Il faudrait que la carte SD puisse le supporter encore, mais ça, c'est pas le cas pour la mienne. Sur du son, c'est facile. On verra. J'essaierai ça, je te tiendrai au courant. Ok, donc 2 extraits. Et sur les réseaux et sur les réseaux, tu vois, cette interview est filmée. Donc tu auras la primauté bien sûr sur ton podcast on verra qui fait la prod. Nous on te file les audios. Oui, bien sûr, on fait toute la prod évidemment. Mais en tout cas, tout le matos, il est effectivement, Aymar est chez moi pour cet enregistrement. Bienvenue dans Aventure Humaine, le podcast de The Big Shift. Et non, ouais, on fait l'équivalent de 2 petites vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux sur des moments un peu impactants ou un peu clivants qui peuvent essayer d'engager.
On essaye, ça marche pas toujours. Et les réseaux, c'est lesquels? Les réseaux, alors pour de la vidéo, c'est Insta, TikTok en priorité. Et sinon, j'ai une bonne activité sur LinkedIn qui marche assez bien. Donc ça c'est le deuxième truc. Les invités sont fortement... Ouais, il y a toujours... Alors, dans les process, si tu veux qu'on détaille un peu ça, une fois qu'on a publié l'épisode, on envoie un kit de communication à l'invité à chaque fois avec si tu veux publier sur LinkedIn, voici un post que tu pourrais écrire et voici le lien vers l'épisode. Si tu veux publier sur Twitter, voici ce que tu peux écrire comme thread et voici le lien vers l'épisode et voici la vignette. Si tu veux faire attention, on fait un post Insta, on va le mettre en collaboration, il faut que tu l'acceptes à 18h. Donc il y a toujours vraiment ces informations de base. Après, je trouve que c'est toujours la partie compliquée, le partage par les invités qui ont des difficultés à comprendre l'apport que ça va avoir pour eux parfois. Ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est parfois quand je peux pas enregistrer un épisode avec quelqu'un ou quand j'ai enregistré un épisode avec quelqu'un, faire un article sur leur site, sur le mien. Faire absolument en sorte d'être dans leur newsletter. La plupart des boîtes maintenant ont une newsletter et ça mange pas de pain d'être dedans. Et donc là, vraiment, à chaque fois dans le kit de com, il y a votre prochaine newsletter, voici ce que vous pouvez écrire dedans. Votre prochain article de blog, voici ce qu'on pourrait écrire comme sujet et voilà le plan qu'on pourrait faire ensemble si vous voulez. Et ça, on publie sur mon site, on publie sur votre site. Même si Google aime pas du tout quand il y a deux pages qui se ressemblent beaucoup. Donc en fait, il faut faire attention à ça. Et pareil, publier si vous faites des liens vers l'un ou vers l'autre, évitez de les faire au même moment, mais attendre plutôt 1 mois, 2 mois avant la publication de l'autre. Donc il y a plein de petits best practices comme ça sur lesquels on informe nos invités à chaque fois. Il faudrait que je les informe avant le podcast, mais je le fais la plupart du temps après parce que c'est des choses qui font peut-être un peu peur. Parce que du coup, en fait, ça rentre dans du transactionnel, si tu veux, quand tu commences à dire « Ah oui, donc je vous invite sur le podcast, mais du coup, il va falloir partager, etc. » Alors que tant qu'on reste dans le relationnel, j'ai l'impression que la conversation est plus sympa, tout le process se passe mieux. Mais du coup, c'est vrai que difficile de les engager à 100% après sur la communication derrière. Ok. Donc voilà, ça c'est les process. Mais bon, au moins il y a un kit. Il y a un kit, ouais. Et donc j'ai eu ma réponse. Ok. En termes de palier, est-ce que ça a été compliqué d'aller chercher les 10 000? Est-ce que là tu vois qu'il y a une accélération? Est-ce que tu as des ambitions, des stratégies et des moyens, des idées que tu veux mettre en place pour continuer à développer? Ouais. Plusieurs questions, évidemment. Il y a un truc qui a été intéressant avec le fait d'avoir lancé des podcasts pour des clients, Ça fait un bail et The Big Shift. C'est qu'on a une très bonne idée des différents jalons, des différents milestones qu'un podcast peut obtenir, à partir de quand il a été lancé, quel type de communauté, est-ce que c'est un podcast de niche, est-ce que c'est un podcast grand public, comment est-ce qu'on communique. Et du coup, on commence à avoir une très bonne vision de ce qui est un bon démarrage, ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut espérer. Ce qui est hyper intéressant, c'est que The Big Shift, 8 mois après, ça fait un bail puisqu'il a été créé 8 mois après, a suivi les traces, mais vraiment, on s'est rendu compte que de façon organique, sans avoir jamais fait de sponsor ads ou quoi que ce soit, les podcasts étaient vraiment exactement sur la même tendance de croissance, avec les mêmes niveaux d'écoute la première année. Et on a atteint le palier de 10 000 sur les mêmes mois d'existence. Donc ça, hyper intéressant de voir ça, alors que les sujets sont hyper différents, alors que les communautés sont pas du tout les mêmes. Donc il y a probablement quelque chose avec le taux de croissance du nombre d'auditeurs en général sur les podcasts. Ensuite, je pense que Jérémy a mieux bénéficié des communautés de ses invités, des formateurs immobiliers, qui ont une présence sur les réseaux sociaux par leur métier, par leur business, qui ont tout de suite compris que c'était un intérêt, et qui ont un peu ce côté entrepreneurial, qui ont vu l'intérêt pour eux. Moi, avec mes intellectuels de gauche, ça a été un peu plus compliqué. Et du coup, non, c'est vrai que il y a eu donc ce palier, on l'a atteint, les 10 000, on l'a atteint à peu près sur le même nombre de mois. Ensuite, lui, il a décollé. Vraiment, il y a eu des doublettes qu'on n'a pas forcément même compris. En revanche, il y a eu des gros paliers.
Et moi, j'ai stagné vraiment autour des 10-12 pendant 7-8 mois presque. Et là, depuis début janvier, on est passé de 12 à 20, en gros. Donc très bien. Et là, on est de nouveau depuis un mois, on est de nouveau vraiment sur un palier où je retrouve ça dur d'aller retrouver un peu de En fait, c'est très ingrat le podcast. Bah, ouais. On parle de palier parce que c'est une croissance qui est jamais linéaire, parce que t'as fait une très bonne semaine et tu comprends pas pourquoi la semaine d'après t'as moins d'écoute. Et en fait, il faut continuer à produire du contenu. Toujours. Voilà, tu t'arrêtes de produire, tu fais une pause, tu fais un mois moins bien. Exactement. Hop, c'est flingué. Et en plus, tu fais ce mois moins bien et du coup, tu n'as plus envie de proposer la courbe de tes écoutes à tes sponsors parce qu'ils se disent merde, il est en perte de vitesse, alors qu'en fait, c'est peut-être juste, je sais pas, un invité qui a partagé ou juste après une semaine de vacances et tu n'avais pas d'épisode en stock. Et du coup, il y a quand même cette pression du résultat sur les écoutes qui n'est pas forcément la bonne parce que fondamentalement, en fait, ce dont on s'est rendu compte récemment avec Jérém, c'est que le nombre d'écoutes, c'est pas du tout la stat importante. On s'en fout. La stat importante, c'est le nombre d'auditeurs. Et le nombre d'auditeurs, en fait, il va pas baisser d'un mois unique. Et il baisse pas trop d'un mois à l'autre, celui-là. Il est vraiment plutôt stable et c'est cette croissance-là qui est hyper importante. Et ça, on s'en est rendu compte assez tard. Et c'est pas la stat qu'on met en avant vis-à-vis de nos sponsors, parce qu'évidemment, si tu leur dis j'ai 15 000 auditeurs aujourd'hui sur TBS, on a 11 000 abonnés sur les plateformes. Donc pour 20 000 écoutes, ça veut dire une personne écoute en moyenne 2 épisodes par mois. Donc un épisode sur 2, ce qui est intéressant, tu vois, comme statistique. Mais ça fait moins stylé que 20 000 écoutes. Justement, sur les sponsors, donc aujourd'hui, tu arrives beaucoup plus à aller les chercher, à les convaincre. C'est quoi le package ou la vision que tu as du sponsor pour The Big Shift ? Ouais, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'en parlais justement avec Jérémy hier. C'est très frustrant parce que pendant la première année, t'as éventuellement, tu vois, t'as des écoutes qui commencent à rentrer, mais t'arrives pas à trouver de sponsors parce que t'es pas connu. Et là, maintenant, j'ai des sponsors et j'arrive pas à avoir les écoutes qui permettent de valider tous les sponsors que j'ai. Donc là, potentiellement, je pourrais signer jusqu'à fin septembre. Mais c'est pas intéressant parce que j'ai envie de pouvoir être un peu plus libre que ça, signer mais je pourrais signer mes écoutes jusqu'à fin septembre, mais parce que donc pour t'expliquer un petit peu, il faut du volume. Il faut du volume pour pouvoir avancer plus vite et renouveler ses sponsors. Et ça m'intéresse pas de signer jusqu'à fin septembre parce que en fait mes auditeurs ils vont se retrouver avec la même pub pendant 2 mois, 3 mois. Ça n'a pas de sens. Alors du coup, si tu augmentes le pool d'auditeurs, potentiellement tes campagnes passent plus vite et du coup tu peux tourner plus facilement entre les différents sponsors. Ça fait partie des contraintes. Du coup, on en parlait tout à l'heure et j'ai pas donné ça, mais ça fait partie des contraintes que je me suis donné quand j'ai lancé The Big Shift. Je ne mettrai jamais en avant de produits qui soient c'est même pas genre pas mauvais pour l'environnement, la planète, la biodiversité, l'écologie, le climat, tout ce que tu veux, mais il faut que ce soit bon pour ça. Et donc, quand tu te donnes cette contrainte-là sur un podcast écolo, tu réduis énormément la liste des boîtes qui sont prêtes à te sponsoriser, qui ont la thune pour te sponsoriser, et qui en plus, et là c'est le côté un peu plus compliqué, sont pas du tout dans le greenwashing, mais sont dans une vraie action avec un vrai impact et qui est mesurable et qui est quantifiable. Et donc je me suis fait ma liste je crois que j'ai 60 prospects dans ma liste et je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui est français et qu'on peut donc tu peux encore faire 200 épisodes mais tu as ta shortlist justement mais justement elle est triée sur le volet donc oui. Et puis ils n'ont pas tous dit oui encore, peut-être qu'il y en a qui diront oui dans 2 ans, dans 3 ans, mais voilà. Et du coup les gens avec qui je suis prêt à faire des partenariats, ça va être des boîtes engagées. Aujourd'hui, mon sponsor, au moment où on parle, c'est EnergyDC. C'est un producteur, un fournisseur d'électricité renouvelable locale et en circuit court. Ils vendent directement du producteur au consommateur. Hyper intéressant parce que du coup, c'est une démarche que je peux expliquer à mes auditeurs et en plus, qui est difficilement compréhensible pour quelqu'un qui connaît pas. En fait, si t'es pas dans l'énergie, la fourniture d'électricité, tu comprends pas. Toi, tu vois Enedis, tu vois RTE, à la limite, si certains connaissent. Mais tu sais pas du tout ce que c'est un fournisseur d'électricité. Moi, je m'imaginais avant de discuter avec eux, j'imaginais, tu vois,
la production d'électricité, c'est forcément une énorme boîte qui a des usines qui font, je sais pas, la taille d'une ville et qui produit de l'électricité parce que c'est forcément un truc de masse. Et en fait, avec eux, tu te rends compte que ça peut être des affaires familiales, des petites boîtes qui produisent de l'électricité pour 200 000 foyers. Un petit barrage, un moulin. Exactement. Donc, grâce à eux, tu vois, j'ai enregistré un épisode sur l'hydroélectricité qui est sorti aujourd'hui, où j'ai discuté avec Franck Addisson, qui est un producteur d'hydroélectricité et qui est notamment un ancien champion olympique et champion du monde de canoë biplace. Et du coup, on a discuté d'hydroélectricité ensemble. Il est resté dans son thème. Exactement. Ouais. Et puis, toutes ces photos sur Internet, c'est de l'eau, de toute façon. Et j'ai enregistré du coup aussi avec le directeur général de Énergie d'ici, mais pour le coup, cet enregistrement, il a aucune vocation promotionnelle. C'est vraiment sur qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur d'électricité, qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur d'électricité renouvelable, qu'est-ce que c'est qu'en fait le réseau, pourquoi est-ce qu'il y a des fournisseurs alors que Enedis c'est le seul distributeur, comment ça se fait en fait, qu'est-ce qui peut m'assurer que les électrons que j'achète, ils sont vraiment verts. Est-ce qu'en fait, les électrons qui arrivent dans ma maison, enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui sont un peu obscurs et difficiles à comprendre. Et du coup, voilà, on a mis ça au clair. Et du coup, hyper content de ce genre de partenariat où tu peux avoir un aspect pédagogique et en plus, remplir un peu les caisses de The Big Shift. Et là, les suivants, j'aimerais bien avoir un partenariat avec Le Bon Coin, par exemple. Oui. Ça, ce serait vraiment top. Bon, Célia et Léo l'ont déjà pris. Ça, c'est vrai, effectivement. Alors, je crois qu'ils sont avec une petite activité de Le Bon Coin. Une des filiales de Le Bon Coin. Donc, mais Célia, si tu m'entends, je suis toujours preneur d'un contact. Et je vais pas abuser parce que ils sont encore en démarche avec eux. Et tu vois, Le Bon Coin, ce serait trop bien. We Can Do, qui est une plateforme d'ateliers créatifs manuels, ce serait trop bien. Etikado, qui est une carte cadeau solidaire qui permet de donner à des associations, ce serait trop bien. Donc voilà, tu vois, il y a plein de trucs possibles. Mais voilà, du coup, faut monter les volumes. Exactement, il faut monter les volumes et puis il faut que ces boîtes-là aient envie aussi de faire du podcast. Est-ce que je te coupe parce que au lieu d'augmenter le volume, tu peux et tu as pensé à créer d'autres packages. Ça me permet de te poser la question. Tu as lancé et animé pour la première fois un événement autour de The Big Shift. Je pense que il y a peut-être évidemment les écoutes qui les intéressent, mais il y a peut-être aussi d'autres manières d'appréhender cette visibilité, cette valorisation de leur service. Donc valoriser ma communauté auprès de mes sponsors, par exemple. Ouais, c'est des choses que j'ai du mal à imaginer encore. Je pense que je suis pas loin de cette étape-là. Là, tu vois, effectivement, j'ai organisé le premier événement de The Big Shift physique. Donc, c'était un enregistrement en live dans un lieu hyper stylé à Paris. Il y avait 50 auditeurs qui sont venus pour écouter l'enregistrement de ce podcast en live, qui était vraiment très cool. On a pris un apéro après. Il y avait des anciens invités qui sont venus aussi. Donc vraiment, vraiment très sympa. Mais j'ai encore un peu de mal à me dire avec qui, tu vois, peut-être réussir à me faire sponsoriser par la Fresque du Climat ou l'Atelier d'automne pour organiser un truc tous ensemble, ce serait assez cool, mais ça reste des associations, c'est des gens qui n'ont pas forcément, tu vois, il y a probablement des sujets là-dessus, mais sur lesquels je suis pas encore hyper au point. Après, il y a pas mal de boîtes qui sont des médias dans l'écologie, tu vois, donc des YouMatter qui ont un média sur l'écologie, Vert, etc. Eux, leur business, comme ils mettent pas de pub sur leur site, en fait, c'est d'aller faire de la formation en entreprise ou ce genre de choses. Et ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. Je ne sais pas si je le ferais dans le cadre Xavier Seux, si je le ferais dans le cadre The Big Shift. Mais voilà, du coup, ça pourrait être des trucs assez intéressants. Mais ce serait plutôt pour aller voir des boîtes qui ont besoin d'un accompagnement sur de la transformation, plutôt que pour aller faire sponsoriser le podcast par Crédit Coopératif ou comme ça. Quoique Crédit Coopératif ou la Nef, je serais très content de les avoir sur le podcast. L'appel est lancé. Peut-être dernière question, parce que j'ai vu qu'on avait, je crois, explosé Jérémy, qui avait déjà été très très bavard. Mais je parle vite, normalement ça accélère un peu. En tout cas, on peut... petit conseil, moi j'écoute les podcasts en presque x2. Ouais, moi j'écoute en 1.25. Jérémy il écoute en 1.50. On a du mal à se mettre d'accord là-dessus, tu vois. Encore un sujet de Discord.
Mais, Moi, ça dépend. J'adapte, mais je suis presque la plupart du temps 1.7, 1.8 et des fois. sur Spotify, on n'a pas ce choix-là. C'est pas aussi. Ah ouais, moi, si? C'est sur Spotify? Ouais. Moi, j'ai 1.25 ou 1.5, je crois. Là, on peut. Il y a une réglette, une molette. Ouais, je crois, ouais. Bah, tu vois, j'apprends des trucs. Je crois, hein. Ou alors. Non, ouais, je suis quasiment sûr. Ouais, dernière question, justement, pour aller un peu plus loin sur Echoes. Comme vous avez ces deux cibles, ces deux communautés, ces deux types d'invités. Est-ce que vos clients font partie des deux communautés, de ces deux Nos aspects? opportunités pour Echoes, Ouais. elles viennent surtout de nos podcasts. Ouais. Et du coup, vous avez des clients qui sont un petit peu... Est-ce qu'on a des clients à impact? C'est ça? ouais, à impact ou d'autres qui sont vraiment Investissement, dans le business. ouais. Et du coup, toi, tu es un petit peu en porte-à-faux et inversement? Ouais, moi j'aimerais bien. Ouais, ça, tu vois, c'est la grande question. Est-ce que tu dois accompagner que des boîtes à impact? Est-ce que tu dois arrêter d'accompagner des entrepreneurs qui, selon toi, n'ont pas des activités soutenables? J'ai pas une réponse très claire, mais ma réponse, c'est que pour alimenter The Big Shift, et j'ai l'impression que The Big Shift aujourd'hui a un impact assez important en termes de sensibilisation, et que pour alimenter The Big Shift, je suis pas prêt à aller servir n'importe qui, ça c'est très clair. En revanche, je me suis pas mis de limite, je me suis pas dit que je voulais créer que des podcasts engagés. Donc Echo Studio, ce n'est pas que des podcasts engagés. Je serais hyper heureux de pouvoir accompagner des podcasteurs ou des entreprises qui veulent lancer des podcasts engagés. Aujourd'hui, sur le modèle d'agence qu'on a, c'est plus compliqué parce que en fait, c'est quand même un vrai coût. Et du coup, ça peut être un peu compliqué pour certaines entreprises de l'ESS de sortir ces fonds. J'en parlais avec d'autres podcasteurs justement qui font que du podcast engagé et qui eux ont le point de vue un peu contraire de se dire en fait c'est pas parce que tu es une boîte de l'ESS que tu dois absolument réduire, que on doit faire du pro bono, qu'on doit se faire payer au lance-pierre, parce que ces boîtes elles peuvent avoir de l'argent aussi, que ce soit des subventions, que ce soit même des recettes. Il y a des boîtes qui vivent très très bien. Bah ouais. Et du coup, c'est un des points sur lesquels j'ai envie de bosser en 2023. C'est essayer d'aller chercher plus de contacts de boîtes engagées. Il y a aussi un autre truc, c'est que dans notre association d'entrepreneurs, c'est plutôt Jérémy qui est le commercial. Que Jérémy, son réseau, il tourne plutôt autour de l'immobilier, autour de l'entrepreneuriat, autour de l'investissement. Donc, c'est plus facilement ceux-là qui vont venir vers nous. Mais avec The Big Shift, on commence à avoir quelques personnes qui viennent nous voir. Là, la dernière en date, c'est ce matin, là, un mail qui est tombé sur le site de The Big Shift, parce que du coup, le site de The Big Shift est tout neuf, donc allez le voir. Il y a un formulaire de contact, et donc il y a un auditeur de The Big Shift qui m'a contacté ce matin pour créer un podcast pour sa boîte. Génial. Dans le médico-social. Hyper vertueux. Ok. Ouais. Après les avocats. Ouais, exactement. Oui, mais on a alors, ça c'est nos anciens réseaux, c'est pas forcément les réseaux de nos podcasts, mais effectivement nos tout premiers clients, c'est notre école, c'est des réseaux d'anciens collègues de lycée, d'anciens collègues d'école, etc. Et puis depuis quelques mois maintenant que nos communautés commencent à grossir, ça vient essentiellement de ça fait un bail The Big Shift. Ouais. Super. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, une belle aventure. Fait parler. Ça va évidemment parler à toute la communauté d'aventure humaine. J'espère que ça va aussi parler et intéresser la tienne, parce que du coup, on a décidé, on a eu cette idée de proposer cet épisode aux deux communautés, les deux flux. Donc, coucou à tous les auditeurs de The Big Shift. Et par contre, tu t'es pas présenté. Pour les auditeurs de The Big Shift. Enfin, moi, c'est Gaël. Si tu veux, on fera une coupe, on fait hop, retour, petite entrée, on met ça en introduction juste après ma présentation. Bah, si tu veux, tu me poses la question. Vas-y. Gaël, bienvenue dans The Big Shift. Merci beaucoup, Xavier. Est-ce que tu peux te présenter ?
Je m'appelle Gaël Aymar, évidemment, avec plaisir. Je suis animateur du podcast Aventure Humaine depuis 6 ans et producteur, accompagnateur de podcasts, du coup, avec Laura, ma conjointe, sur Podcast Mania, autour on accompagne des TPE, PME, principalement autour du savoir-faire et de l'artisanat aujourd'hui. Depuis ma Bretagne d'adoption. Magnifique. On mettra ça en début d'épisode, vous aurez la coupe. Merci beaucoup. C'était vraiment un bel épisode. Un chouette moment. Ouais. Et je crois qu'on a vraiment... on aime le format long, quoi. C'est ça qui est hyper clair. Intéressant. Et vous avez l'essence de The Big Shift maintenant, les auditeurs. Merci beaucoup, Xavier. Et à très bientôt. Merci Gaël, salut.